je suis parti avec un bagage qui n'était pas inintéressant, mais enfin qui n'était pas non plus, qui n'était pas une voie royale. Voilà, parce que tu as des gens qui ont un don et un talent absolu dans un domaine, et donc ils vont exercer dans ce domaine-là parce que c'est évident pour eux depuis toujours que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent, tu vois. C'est long, c'est compliqué, il y a plein de moments où tu veux arrêter, où finalement tu continues. L'idée que seule la victoire est belle, moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a plein de glands qui ont réussi, qui auraient dû échouer, et il y a plein de gens qui ont échoué et qui auraient dû réussir. Si tu as de l'ambition, tu vas toujours essayer d'aller plus loin. Donc par définition, tu vas ramer derrière l'objectif parce que tu vas le mettre toujours plus haut l'objectif. Parfois, et ben justement, ça se passe au niveau du ventre. C'est effectivement, comme le veut la formule, avoir de l'estomac. Bienvenue sur notre podcast Gut Feeling. On est Anouk et Lisa, on est amis d'enfance et il y a 5 ans, on a lancé Dijo, la première entreprise dédiée à la santé du ventre. Pourtant, il y a 5 ans, personne ne croyait en nous ni en notre idée. Mais justement, à ce moment-là, on a écouté notre intuition, on a suivi notre instinct, notre fameux gut feeling. Et aujourd'hui, on a décidé d'approfondir justement qu'est-ce que c'est ce gut feeling en interrogeant des personnalités inspirantes qui ont décidé de changer de vie en écoutant ce fameux instinct. Bonne écoute. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames. Je vous ai connu, mesdemoiselles, non, c'est mesdames. Ah bon. C'est vrai. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous, donc, surtout. On est contente de se revoir dans ce cadre plus cool. C'est l'inverse cette fois-ci. Exactement. Oui, c'est vrai. On a inversé les choses. C'est vous qui posez les questions. Et oui, donc pour la petite histoire, donc on s'est rencontrés lors du tournage de Qui veut être mon associé pour la première fois. Et quelques semaines plus tard, on t'a écrit pour avoir des conseils et tu as accepté de nous rencontrer dans un café. On était très honorés. Alors que l'une de vous m'avait nommé pendant le passage. Ah non. Mais t'as retenu ça, toi? Mais oui. Parce que moi, à la fin, je voulais vraiment faire une offre. Et donc, quand on a dit « Ah non, c'est fini, maintenant, on n'en peut plus. On rentre chez nous. On en a marre de vous voir. » Tu vois, je me suis dit « Elle est gonflée, celle-là. » Bon, on s'était pris quand même, ça a été coupé au montage, mais un petit niveau de pression par Isabelle Chevalier qui nous avait quand même dit que nos packaging étaient pourris, qu'on manquait d'ambition parce qu'on demandait que 200 000 €. Bref, je crois qu'elle nous avait un peu... Elle n'y croyait pas, etc. Et moi, c'est vrai que ça m'avait un peu amené à reconsidérer ma position. C'est-à-dire, les filles sont bien, mais Chevalier, quand elles viennent marcher, Oui. elles ont... Bon, une fois qu'elle a dit ça, je me suis dit, bon, bah, ok, elles ont aucune chance. Ah, mais en plus, c'était la première à parler. Donc, en fait, nous, on s'est dit, ok, fin du game, en fait. Ouais. Comme c'est elle qui est l'experte du sujet, en fait, personne va y aller. Exact. Et en fait, c'est Delphine qui a rattrapé le truc. Et après, Eric s'est associé avec elle. Donc, je sais plus dans quelle ordre c'était, mais je pense que c'est Delphine qui a un peu rattrapé. Tu vois. Et alors, c'est vrai que quand tu as un expert d'un sujet et que le gars dit non, bon, bah, tu te dis, attends, si lui, il y va pas, c'est pas moi qui n'y connais rien, qui devrait y aller. D'autant que vous aviez mis en avant le fait que vous cherchiez surtout un accompagnement au-delà même de l'argent. C'est-à-dire qu'indépendamment des 200 000, c'était l'accompagnement. Là, Chevalier, elle n'avait pas été maline parce que, globalement, c'était quand même ça que vous veniez chercher. Ouais. Elle aurait dit, 200 000, c'est pas beaucoup, mais moi, je suis la femme de la situation et à nous trois, on va faire un carton. Et ce que j'ai fait au Canada, on va le faire en France. Bah, c'était magnifique comme séquence. Bon, il se trouve que c'est pas ça. C'était notre rêve. Ben, j'imagine. Attends, à votre place, j'aurais fait pareil. Hein. Oserais-je dire qu'on était très peu regardés sur les côtés, que vous étiez focus sur la Chevalier. Hein. Ah bah juste avant de rentrer sur le plateau, quand ils disent c'est qui l'investisseur de rêve pour vous, on a Isabelle Chevalier. Ouais, Chevalier. Et là on arrive 3 secondes après. Elle nous met un vent. Et ce qui fait que à la fin du passage, quand ça faisait 2 fois qu'on revenait, on refuse à nous qu'elle commence à pleurer. Moi je cherche la sortie. Vraiment, elle était enfin. On commence pas à pleurer, donc elle était en larmes. Elle était en larmes. Et donc toi, en fait, à ce moment-là, je pense qu'on n'a même pas, on n'a même pas entendu en fait. Ah oui, non. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est votre quand vous avez résisté, parce que j'ai trouvé que l'archevêque et Delphine exagéraient dans leur offre, parce que grosso modo, on en était à discuter pour 1%. Je me suis dit que ça n'a aucun sens, c'est-à-dire où tu vas, où tu vas pas, et j'ai trouvé que votre duo, et la manière dont vous avez exprimé les choses, etc., je me suis dit, attends, ces filles, elles sont vachement bien, et donc j'ai dit, mais moi, je suis en train de reconsidérer mon propos. Et elle a dit, on s'en fout, de toute façon, nous, on s'en va, et donc j'étais en train de réfléchir à comment j'allais amener les choses, et là, on m'avait coupé direct à la première phrase. Je dis, bon, bah... On pourra peut-être en parler à la fin du podcast. Mais okay. En tout cas, quand on s'est retrouvés, donc quelques semaines après le tournage, déjà, tu as pris du temps pour nous et on s'est dit, on était hyper honorés que tu acceptes de nous voir. Alors, tu nous as dit 2 choses. Ouais. Tu nous as quand même dit, parce qu'il faut savoir que donc on tourne en septembre et que les images sont diffusées en janvier. Donc janvier, février, mars, ouais, voilà. Il y a un décalage 3-4 mois. Ouais. Exactement, et qu'entre les deux, on sait absolument pas si on va être diffusé et quelles vont être les images. Et toi, on arrive et tu nous dis « Ah non, mais vraiment les filles, vous avez été nulles. »
C'est la pire journée. On a passé 48 heures, mais C'est vrai horrible. Oui, avant que tu non, nous alors rappelles. moi, je pensais que, au Attends, contraire, après, et 48 heures après, tu nous as rappelé pour nous dire, en fait, Jules, la prod, vous inquiétez pas, votre passage est top. Mais moi, j'ai appelé ma mère, mon père, C'est pour vrai leur dire je vais me prendre la honte devant tous les Français qui regardent M6. j'ai dit, il y a un vrai risque, si tu veux, ça c'est vrai, c'est ce que je pensais, parce que il faut rappeler, donc on tourne pendant 1h15 et que c'est monté en 15 minutes ou 18, ça dépend des cas, et que en fait, le montage va évidemment donc orienter très grandement la perception qu'on va avoir du passage. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont bien débrouillés, et à la fin, on peut avoir un sentiment inverse, et le contraire aussi est très vrai, de gens qui ont eu des passages un peu laborieux, mais qui ont sorti quand même 3-4 phrases intéressantes, et quand tu les mets bout à bout, ça finit par faire quelque chose de cohérent. Bon, donc la prod a une grande effectivement importance pour la suite. Et moi, je me suis dit que votre passage, en fait, allait être tourné vers le côté larmoyant, etc., et que on allait dire, bah voilà, d'autres preneuses qui craquent, etc. Ça aurait pu être un angle, tu vois. Et il se trouve que, au contraire, et comme Chevalier avait dit non, je me suis dit, bah voilà, ils vont pas garder grand chose de ça, et risquent effectivement d'être très déçus. Et le fait que ça se termine un petit peu en autre boudin. On ne sait plus trop pourquoi, effectivement, donc vous refusez et pourquoi les autres, ils s'accrochent à leur proposition. Et je me dis, mais ça, c'est sûr. Et qu'il n'y a pas de contre-offre. Parce qu'en fait, vous auriez pu aussi dire, mais OK, on accepte, mais on veut en contrepartie, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, bon. Bon, je me dis, ça fait pas une très bonne séquence. Donc, on risque d'aller sur le côté larmoyant et ça risque de vous desservir. Bon. Et donc, du coup. Mais t'as dit autre chose. Ah. Et attends, du coup, comme je me suis dit, j'ai été peut-être un peu dur. J'ai appelé quand même la prod pour me dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que je raconte? Parce que je vais pas les laisser 3 mois comme ça. Et comme on dit, pas du tout, ça va être une super séquence et tout. Et je vous ai rappelé pour vous dire ça, effectivement. Et qu'est-ce que j'avais dit de méchant encore? T'avais dit qu'on avait passé vraiment pour 2 petites bourgeoises. Et ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. On était choqués. Ah bon? On était là, mais moi, je suis pas 17e, je viens de Chine, OK? C'est-à-dire que moi, c'est mon point fort et c'est mon défaut. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je dis ce que je pense, tu vois, et des fois, je pense trop vite. Donc, tu vois, il m'arrive. C'est pour ça que tout le monde t'apprécie aussi. T'as un franc-parler. Tu vois, j'ai pas réfléchi. Voilà, j'ai pas réfléchi tu vois, quand tu m'avez posé la question. Non, mais c'est vrai, vous faisiez très sûr de vous, alors qu'en fait, à la fin, on a vu que c'était le contraire, mais vous donniez une impression d'être très sûr de vous. Voilà, donc les deux, En même temps, il faut avoir cette force pour aussi convaincre les investisseurs. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté du sujet, c'est que les gens vont te dire, si tu es trop sûr de toi, que tu fais un peu arrogant et que tu doutes pas assez. Si tu doutes trop, on va dire que tu n'es pas assez sûr de toi. C'est vrai que la frontière est toujours compliquée à trouver. Donc voilà. Donc en tous les cas, moi j'avais trouvé que vous étiez très sûr de vous. Comme vous êtes jolie, ça fait aussi. Non mais ça, si tu veux, vous avez joué aussi là-dessus, si tu veux. Et donc ça, on n'est pas venu en robe talon non plus. Hein. Non, mais vous jouez justement start-upeuse décontractée, sûre d'elle, donc et bien gaulée. Bah ça, à la fin, si tu veux, ça donne des petites bourgeoises. À la fin, ça peut se traduire. Et voilà. Et donc moi, je l'avais traduit comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. En 2025. Voilà. Maintenant, vous êtes d'honorables mères de famille, donc décontractée, ça n'a plus rien à voir. Voilà. On n'est plus dans le game maintenant. Mais on est là aujourd'hui pour parler de toi, Jean-Pierre, puisque tu es justement un serial entrepreneur, une espèce rare, hein, il faut le dire, avec une belle carrière derrière toi, et donc on aimerait... Et devant toi aussi, c'est ça qui est intéressant. Non, mais beaucoup d'expériences accumulées, et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on le voit avec l'émission Qui veut être mon associé, aujourd'hui tout le monde veut être entrepreneur. C'est pas si évident, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Et du coup, on aimerait que tu nous racontes un petit peu... C'est quoi ton secret, les moments où tu as senti qu'il fallait y aller, les moments où tu as senti qu'il fallait vendre? Qu'est-ce qui fait que tu repars à chaque fois, parce que c'est quand même énergivore, l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense que si tu veux, donc bon, d'abord, je pense que ce qu'on est, une partie de ce qu'on est, donc nous échappe, tu vois, donc en grande partie. C'est-à-dire que moi, quand j'ai la dernière expérience où j'ai vendu à Webedia et j'ai quitté en 2020, pendant 1 mois, j'étais persuadé que plus jamais je créerais de boîte et que j'allais juste faire des investissements, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable là d'investir chez des gens, et même si c'est compliqué, et de leur dire ce qu'il faudrait qu'ils fassent, etc. Donc ce que tu aurais fait à leur place, ou même rien leur dire et juste regarder les reportings et poser 2-3 questions donc tous les trimestres.
Donc, plutôt que d'être dans l'action permanent avec une pression de charge mentale, des gens qui sont liés à toi, un tas de problèmes, des partenaires que tu as engagés, des investisseurs, etc. Donc, évidemment que j'aurais pu avoir une volonté donc de me détendre un peu, puisque entrepreneur, c'est quand même donc des tensions permanentes. Maintenant, vous le savez toutes les deux. Donc, voilà, c'est d'ailleurs un point commun sur le monde des entrepreneurs, c'est qu'ils aiment bien se faire masser. Parce qu'en fait, t'as des nœuds dans le dos, etc. T'as des vraies tensions, quoi. Donc, tu vois, donc on est les meilleurs clients des chiropracteurs, tu vois, tac, 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 pour nous remettre, d'aplomb. Donc, globalement, pourquoi tu te relances? À mon avis, c'est l'histoire, tu vois, de la grenouille et du scorpion, quoi. C'est qu'à un moment donné, donc, il pique en plein milieu de la rivière, et parce qu'il est scorpion, et que quand tu es entrepreneur, c'est un état permanent, et que tu as toujours envie de passer à l'acte, parce qu'en fait, entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut, de mon point de vue, qui veut essayer de corriger des choses qui fonctionnent mal. Et donc, quand tu es en permanence dans l'observation, puisque tu te nourris de ce que tu vois et de ce que tu comprends, et en permanence, tu as des idées, quoi. Tu te dis, mais ce truc-là, c'est quand même bizarre que ce soit pas mieux fait. Pourquoi ce truc-là, on fait pas comme ci ou comme ça? Et donc, de temps en temps, tu as envie de passer à l'acte. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour ma dernière expérience, c'est que j'ai écrit, parce que j'aime bien écrire et j'ai un petit côté intello, donc très frustré, donc parce que malheureusement, j'ai pas grand-chose qui atteste que j'aurais pu être un intello. Ni mes études, donc ni mes écrits. Mais en tous les cas, donc ça m'empêche pas de passer à l'acte. Et donc, j'ai écrit un hors-série sur le tourisme responsable, tu vois. Et à la fin de ce hors-série, je me suis dit, mais moi, un hors-série d'une revue, donc la magazine s'appelle Espace, qui est une revue un peu intello du voyage. Et à la fin de ce hors-série, je me suis dit, mais moi, je suis pas sociologue, quoi. Je suis pas Jean Viard, quoi. Tu vois, Jean Viard, c'est un sociologue du tourisme qui est assez connu. Et je me suis dit, mais moi, en fait, je suis entrepreneur. Donc, maintenant, comment je mets ça en musique, quoi. C'est pas le tout d'écrire des choses. En fait, dans notre société, on passe notre temps à écouter des gens qui posent un diagnostic. Voilà. Mais personne qui vient avec une posologie, tu vois. Entrepreneur, c'est nous, on apporte la posologie, quoi. Voilà. Et alors, à la question, pourquoi, enfin, c'est quoi les ressorts, comment on y va, etc. En fait, on y va et après on voit. Parce que si tu veux, quand on dit c'est quoi le secret pour savoir s'il fallait y aller ou pas, tu le sais a posteriori. Et moi, c'est pareil que pour tout le monde, si tu veux. Et par contre, qu'est-ce qui guide justement tes décisions? Est-ce que tu as quand même t'as quelque chose où tu dis, j'aime ce projet, ou il y a quelque chose qui t'anime, ou c'est par exemple l'entrepreneur qui est derrière si tu rencontres quelqu'un? Enfin, comment c'est quoi comment tu prends tes décisions? Les motivations et les ressorts qui m'animent pour créer des boîtes que je vais animer moi-même, et chez qui j'investis, tu vois, c'est deux choses différentes, même si évidemment il y a un tronc commun entre les deux. Moi, si tu veux, sur ma dernière expérience, j'étais plutôt dans une logique donc de me dire, le tourisme m'a enrichi, le tourisme est attaqué, le tourisme est peut-être en voie de disparition. Je me suis pas dit sauvons le soldat tourisme, je me suis dit réfléchissons à un monde sans tourisme. Voilà. Et est-ce que si on arrête le tourisme, on sauve l'humanité? Si la réponse est oui, arrêtons tout de suite. Si la réponse est non, à ce moment-là, mettons en œuvre les conditions d'un tourisme différent. Voilà. Et je suis arrivé à la conclusion totalement inverse, qui est que le tourisme pouvait être la variable d'ajustement du monde pour créer les conditions d'un monde apaisé. Voilà. Donc moi, j'ai été plus loin même que de me dire il faut sauver le tourisme. Je me suis dit le tourisme est totalement nécessaire pour les grands équilibres du monde. Voilà. Et donc, ce qui m'a animé, pour répondre à la question, c'est le fait de me dire c'est un projet qui est plus grand que moi. Voilà. C'est un projet qui va me nécessiter une énergie colossale. C'est un projet qui sera porté et qui est porté par très peu de gens parce qu'en fait, dans le tourisme, la plupart n'affrontent pas le sujet. Donc, le tourisme est attaqué, mais il n'y a personne pour le défendre parce qu'en fait, tu prends De Romanet, patron d'aéroport de Paris, il te dit qu'il faudrait qu'il y ait moins d'avions. Bon, alors que lui, son job, c'est quand même de gérer donc, le trafic aérien. Tu vois. Donc, je me dis, attends, Pépère, t'avais pas bien compris ton boulot, quoi. Donc, alors, c'est quand même assez utopiste aujourd'hui d'imaginer un monde sans avion. Non, mais ça n'existe pas. Parce que si l'aérien va doubler. Donc c'est même hypocrite, parce que lui, il le sait qu'on va passer de 3,5 milliards de passagers à 7 milliards dans le monde. Pourquoi? Parce que les classes moyennes ne cessent d'augmenter et que les primo-voyageants, c'est constitué de tous les gens qui accèdent à la consommation en Chine, en Inde, etc. En Inde, actuellement, il y a 50 millions de voyageurs, il va y avoir 150 millions, 100 millions de plus dans les 10 ans qui viennent. Tous ces gens-là, ils vont prendre l'avion. Et ils aspirent donc à une seule chose, c'est venir faire un selfie à la Tour Eiffel. Comment? Parce que toi, tu as voyagé. Tu me regardes. Parce que je te vois bien avec ton fiancé qui a ce costume 3 pièces si joli, si saillant, faire le selfie pour le mariage à la Tour Eiffel. Dans une calèche. Non, vous n'avez pas fait ça?
Moi, on s'est rencontrés au centre équestre. Donc, tu vois, t'es pas loin. T'es pas loin. Galop 6, Galop 7. Voilà, au moins. Au moins. Bon, toujours est-il donc. Ta fille fait du poney, non? Ouais, exactement. Et Prochain sujet. ouais. Et le papounet sur le bord du terrain le dimanche. Non, alors je suis pas papounet sur le bord du terrain, mais je suis le papounet qui en prend plein les oreilles et qui voit des vidéos de ses passages en permanence et qui a dû acheter un cheval après avoir résisté pendant des années. J'ai fini donc par passer à l'acte, mais bon, ceci est une autre C'est histoire. une belle patience. Ouais, qui s'arrête assez vite, il paraît, quand on a un fiancé. Bon, c'est ce que Ouais. c'est ce que j'espère en tout cas, qu'elle ait un fiancé très vite pour qu'on. Mais bon, toi, t'as pas prévu de t'arrêter de travailler, donc bon. Quoi? T'as pas prévu d'arrêter de travailler, Non, mais justement. c'est pour ça qu'elle est à 5h du matin, conduire un vent pour amener ma fille à l'autre bout de la France à un concours, si tu veux, c'est pas encore mon objectif dans la vie, tu vois. Donc, bon. Parce qu'on commence par lui payer un cours de poney et on finit à 5h du matin. T'inquiète, nos parents vont beaucoup rigoler à ce passage. Ah, c'est ça d'avoir une fille. C'est ça, exactement. Et être un père, donc aimant, en tous les cas, donc qui s'intéresse. Donc toujours est-il que on en revient aux vertus, effectivement, donc et au Tourisme. voilà, et du tourisme, donc et aux différents ressorts. Donc je me suis dit voilà, c'est ce projet-là, donc il doit être porté parce qu'en fait la plupart des acteurs donc ne jouent pas leur jeu. Expliquer que l'aérien va doubler parce qu'encore une fois donc les Chinois, les Indiens vont prendre l'avion pour découvrir le monde et qu'au bout de 5 générations, quand il y en a un qui enfin arrive à la consommation, et ben c'est son but dans la vie, c'est un objectif de sa vie de se dire j'aimerais un jour avec ma fiancée aller faire un selfie donc à la Tour Eiffel ou aller au Mont Saint-Michel. Comment tu peux, toi, au nom du fait que tu as voyagé toute ta vie, empêcher ce gars-là de le faire? Et il dit, mais moi, c'est notre tour maintenant. Vous avez pollué pendant un siècle et maintenant, vous nous dites, nous, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais c'est un discours qui est inaudible. Quand on regarde les chiffres de l'aérien, 1/3, c'est des gens qui rentrent chez eux. Donc, quand notre ami donc Teddy Riner, donc après sa médaille d'or, veut aller embrasser sa mère en Guadeloupe, qui va se mettre au milieu à l'aéroport pour l'obliger de passer? Pas moi en tous les cas, si tu veux, Oui, non, mais et c'est pas pour plus ça. Jean Comici. C'est-à-dire que tu vas lui dire climate, mais le mec il dit je vais embrasser ma mère. Ta mère c'est plus fort donc que tout. Et au-delà de ça, il y a même Dieu. Quand les gens font le pèlerinage à la Mecque, ben, tu vas leur dire, prenez pas l'avion, parce que, tu vois, le mec, il a rendez-vous avec Dieu. C'est au-dessus de toute considération, tu vois. Donc, la réalité, c'est qu'on ne pourra pas l'arrêter. Donc, il faut le décarboner. Voilà. Et pour le décarboner, ben, il faut mettre la pression sur des vrais sujets, c'est-à-dire la consommation, le type de carburant, l'ajustement des puissances, le poids embarqué, les vols directs. Voilà, c'est tout ça qui en fait. Et donc c'est un peu plus subtil que de dire c'est tout ou c'est rien. Voilà. Et le tourisme, en fait, c'est ça. Pour tout, l'hospitality, ben, c'est comment on économise de l'eau, comment on économise de l'énergie, comment on réintègre des productions locales alors que tout le modèle de la modélisation, ça a été d'importer les mêmes choses partout. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les hôtels du monde avaient les mêmes buffets avec le même jus d'orange, etc. Alors que tu es dans des pays où il n'y a pas d'orange. Bah, a priori, tu te dis, tiens, moi, je préférais du jus de papaye parce que c'est la saison et qu'il y en a plein partout. Bah non, les gens, ils prennent du jus d'orange le matin qui a été importé, qui a fait 3000 km. Bon, dans les pays où il n'y a pas de bœuf, bah, il n'y a pas de viande rouge. Donc, tu manges du poulet, tu manges du poisson, tu manges des crustacés. C'est tout ça, en fait, qu'il faut réexpliquer aux gens. Et à ce moment-là, ça devient passionnant comme métier, le tourisme. Parce que finalement, donc, tu es au cœur de la réinvention du monde. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a plu. Et je me suis dit, dans ce monde-là, je peux peut-être être une petite voix qui peut faire des différences. Voilà. Bon, et donc c'est un peu ambitieux et prétentieux. Hein, donc, de toute façon, je suis un type prétentieux, comme vous le savez. Mais du coup, t'as vraiment. Non, mais je dis ça parce que alors ça, c'est un point important. Parce que les gens me trouvent très sympathique et disent, ce d'aller dire, il est vachement sympa, il est empathique et tout. Mais en fait, quelque part, j'ai une forme d'arrogance quand même en moi parce que je me trouve très intelligent et que je m'aime beaucoup. Très drôle. Oui, c'est vrai. Je trouve drôle. Exactement, je me trouve très drôle, c'est vrai. Je me préfère. Dans tous les comiques que je connais, c'est moi que je préfère. Au moins, tu t'ennuies pas quand t'es tout seul, quoi. C'est né comme ça, parce qu'en fait, très jeune, j'ai commencé à voyager en stop. Quand tu fais du stop, il y a 3 caractéristiques. Un, donc, tu passes beaucoup de temps au bord de la route à attendre qu'on te prenne. Donc, tu es tout seul. Voilà, et donc, tu as intérêt quand même à t'occuper, parce que debout au bord de la route, si tu veux, donc, c'est chiant. 2, donc, tu as intérêt à dégager une forme d'empathie qui fait que quelqu'un va s'arrêter. Moi, beaucoup de gens s'arrêtaient en disant « Ah, on vous a vu souriant et tout, on s'est dit, tiens, on a envie de prendre ce gars-là. » Bon. Troisièmement, une fois que tu es dans la bagnole, il faut te dire la promesse du mec marrant. Donc, il faut que tu animes, etc. avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que toi, qui n'ont pas la même vision du monde, qui n'ont pas la même culture, qui n'écoutent pas la même musique, certains fument dans la bagnole. Enfin bon, tu dois t'adapter à des caractéristiques que tu n'as pas choisies. Voilà. Et donc,
j'ai cultivé donc cet art donc de créer les conditions d'un moment sympathique et que j'ai commencé donc déjà donc à mettre en œuvre pour moi-même avant d'en faire bénéficier les autres. Ah, mais c'est sûr que c'est dans ton ADN. Tu t'es pas changé pour les projets entrepreneuriaux que tu as menés. À chaque fois, t'es vraiment animé par la mission. Tu dis, comme tu l'as dit, j'apporterai ma petite pierre à l'édifice. C'est vraiment... Surtout, si tu veux, comme vous l'avez dit, après quand même un long parcours, tu vois. C'est-à-dire que si à la fin, si à 55 ans, quand je me suis relancé, si tu veux, donc si à 55 ans, j'avais considéré les choses comme je les considérais à 25, c'est que je suis quand même un peu gland. Tu vois, c'est-à-dire 30 ans plus tard, quand même, si tu veux, tu dis... T'as plus les mêmes motivations, c'est-à-dire que t'as déjà une maison de campagne, t'as déjà donc un cheval, le cheval, t'as déjà ou les même t'en payer un à ce moment-là. Bon voilà, t'as des moyens pour te payer des vacances, etc. Et donc concrètement, si tu veux, moi mon ambition, ça a jamais été de me dire je vais gagner plein de pognon, etc. D'ailleurs, si ça avait été ça, j'aurais été nul parce que je vais pas non plus gagner des fortunes colossales. Je me suis jamais conditionné parce que c'est une des réponses aussi qu'on peut apporter, c'est dans les motivations. Est-ce que c'est le sens, l'argent, la réalisation? Tu as des inventeurs, si tu veux, où le gars, c'est ni le sens ni l'argent, c'est juste qu'il veut mettre ce produit parce qu'il a senti qu'il fallait créer ça et que ça pourrait effectivement donc servir à plein de gens. Donc moi, je suis un peu de cette veine-là, mais encore une fois, avec une forme d'arrogance, tu vois. Donc, tu vois, comme disait Brel, donc moi, je me prenais pour moi. C'est-à-dire que, évidemment, se dire que tu vas changer les choses, c'est quand même une forme d'arrogance. Tu vois, il faut avoir quand même de l'ego et tu vois, c'est pas de la suffisance parce que moi, de l'ego ou de la naïveté, ça dépend. Mais tu as raison. Il faut les deux, d'ailleurs. Il faut les deux. Parce qu'il faut de l'ego pour enclencher et de la naïveté pour, tu vois, donc pour penser qu'on va pouvoir y arriver. Et aussi pour pas anticiper justement tous les freins et tous les problèmes parce que sinon tu fais jamais rien. Et ça, c'est la première leçon qu'il faut expliquer aux gens qui entreprennent. Hein, c'est que si tu attends d'avoir réuni toutes les conditions pour te lancer, tu te lances jamais. Exactement. Et surtout, tu nous l'avais dit quand on s'était vu au fameux café. J'avais pas dit que des méchancetés alors. Non, il y a un truc dont vraiment ça nous a profondément marqué parce qu'à l'époque, je pense qu'on passe dans Qui veut être mon associé, on pense quand même que la voie royale, c'est de lever des fonds. À ce moment-là, c'est vraiment la seule et unique manière de faire une start-up. Déjà, tu nous as dit, vous n'êtes pas forcément une start-up, les filles. Et surtout, tu nous as dit, il y a 15 manières de faire une entreprise. Vous pouvez passer votre vie dans des avions pour faire une multinationale. Vous pouvez avoir une boîte qui fait quelques millions pendant des années, avoir un bon équilibre de vie pro-perso. Et je te jure qu'à ce moment-là, ça nous a ouvert les chakras. Enfin, en fait, on s'est dit, mais c'est vrai. En fait, tu peux faire... Il y a plein de manières d'être entrepreneur. Et comme tu disais, tu l'as pas fait pour l'argent. Enfin, déjà, c'est pas... Heureusement, parce que le tourisme responsable pour l'argent, mais je vais vous expliquer quand même que je vais peut-être en gagner beaucoup grâce à ça, mais pour l'instant, mais en tous les cas, parce que chemin faisant, j'ai trouvé des voies, mais très clairement, effectivement, donc j'ai commencé sur un créneau qui était hyper compliqué, où il y avait personne, et j'arrête pas de dire que je suis premier sur un marché qui n'existe pas, si tu veux, je suis tout seul dans la compétition, donc tu vois, je fais le 100 mètres, mais je vois que tous les couloirs sont vides toujours, quoi. C'est marrant. Et alors, là, on s'est... Attends, juste sur ce que je viens de dire, c'est quand même... Et donc, ça vous a servi, parce que vous êtes dit, oui. finalement, tu vois, parce que même toutes ces conneries de dire, le mec, la valo, j'ai une valo de temps, etc., alors qu'on sait que derrière, il y a des prix-feurs, il y a plein de correcteurs. Je viens de terminer un deal sur une des startups sur lesquelles donc, j'ai investi dans l'émission, et sur lesquelles on a fait rentrer un actionnaire, donc corporate. Ils nous ont donné une valo qui était assez intéressante. Mais après, avec des correctifs de partout. Moi, je préfère une valo plus basse et pas de correctifs. Parce que si tu veux, il y a des gens qui partent avec zéro à la fin. Quand on dit, si tu veux, OK, je te donne 100 millions d'euros de valo, mais les 10 premiers millions que je mets moi, ils sont pour moi. Et quand tu vends la boîte 8, eh ben, il prend 8, il a perdu 2, et toi, t'as 0. Voilà. Si tu veux. Et donc, mais par contre, dans le challenge, ils ont mis 100 millions de valo, la levée de l'année, la start-up du genou qui est classée dans les 10 start-up les plus prometteuses de France. Tout ça veut rien dire. Donc la réalité, c'est qu'en fait, c'est long, c'est compliqué. Il y a plein de moments où tu veux arrêter. Des fois, puis finalement tu continues. Des fois, tu as des situations où tu te dis mais ça passera jamais et finalement donc ça finit donc par passer. Et tout ça en fait, ça te prend de la gomme en permanence que tu n'arrives pas à redistribuer ailleurs. Pour ça que quand je vous ai dit donc je vous ai connu jeune fille, maintenant vous êtes mère de famille, c'est pas les gens vont dire mais c'est quoi ces propos, etc. C'est un propos qui est important parce qu'en fait évidemment faire un enfant
globalement, c'est un front encore de plus, donc tu vois, et qui est un front majeur. Et donc, globalement, ton énergie, elle n'est pas à l'infini, tu vois. Et donc, ta capacité à redistribuer, c'est-à-dire à être charmante auprès de ton compagnon et de tes amis, d'élever ton enfant de manière de répondre à tes parents quand ils téléphonent, etc. Mais il y a des fois, tu as envie de tout envoyer balader, et de te dire, attends, mais laissez-moi dormir, j'en peux plus, tu vois. Bon. Et ben, quand on sait ça, et que c'est partagé avec les autres, ils se disent, finalement, je suis pas anormal, parce que sinon, tu as l'impression qu'en fait, il y a des surhommes partout, et que toi, tu es un gland, et parce que tu n'y arrives pas, tu vois. Ben non, personne n'y arrive vraiment facilement, et personne n'y arrive à tout faire. Et quand on voit des gens qui écrivent des bouquins, qui font des films, qui chantent des chansons, et qui montent des boîtes, etc., et ben, tout ça, c'est pas vrai. Voilà, c'est-à-dire que tout ça, c'est la vraie vie, c'est des galères. Évidemment, la vraie vie, c'est les diarrhées du petit à 3h du matin, tu vois, et qui fait que le lendemain, tu dis, j'ai un rendez-vous à 8h à la banque, comment je vais faire, quoi. Pourtant, on aurait bien aimé que tu lances ton one-man show. Hein, Ben oui, moi je me posais la même question. Tu aurais pu aussi partir dans la voie justement du one-man show. T'as jamais eu envie? C'est marrant parce que l'autre fois, j'étais dans un café et il y avait Gad Elmaleh. Et en passant, donc je me suis arrêté, je lui ai dit, alors Gad, ça va? Je lui ai dit, tu n'en pas de bois, mais on s'est vu il y a quelques années, etc. Et effectivement, au Club Med, j'avais une inauguration d'un village du Club Med, on était invités, donc il y avait un groupe d'invités, j'étais dedans, et donc il y avait Gad qui démarrait. Et on avait passé la soirée ensemble et le mec me posait un tas de questions, mais c'est un type ultra curieux, c'est-à-dire qu'il me posait des questions. Moi, j'étais à l'époque, j'étais éditeur de presse, il me demandait le prix du kilo de papier, etc. Je me dis, le mec incroyable quand même, tu vois, et donc je lui rappelais ça, donc il me dit, ah ouais, c'est vrai que maintenant je me rappelle, bon, je pense qu'il ne rappelle pas, mais enfin bon, maintenant je me rappelle et tout. Il dit, en tous les cas, il me dit, tu devrais écrire des spectacles et tout parce que je t'ai écouté, parce que je parle très fort. Il dit pendant 1 heure, je t'ai écouté dans le bistrot et il me dit, tu devrais écrire. Voilà. Tu en as un peu parlé justement sur le fait que parfois c'était difficile, parfois on a envie de tout lâcher. Justement, dans les aventures, il y a un début, il y a une fin. Parfois, effectivement, il faut savoir dire stop, il faut savoir arrêter. Parfois, on a envie de vendre. Toi, dans ces différentes aventures, qu'est-ce qui à chaque fois t'a amené à vendre ou à lâcher parce que tu es tellement animé par ce que tu fais? Ouais, moi, j'ai été nul pour sortir. Ah ouais? Ouais, moi j'avais été très bon. Donc si tu veux, tu vois, je réponds à ta question. Mais comment tu prends cette décision justement, encore une fois, de... D'abord, si tu veux, tu la prends jamais seule parce que d'abord, tu as des investisseurs financiers en général et donc tu passes par un board qui à un moment donné dit les gars, il serait temps de vendre, etc. Bon. Donc ou à l'inverse, il faut pas vendre. Voilà. Donc moi, ça m'est arrivé dans les deux cas. Donc et j'ai un cas où j'étais sûr qu'il fallait vendre et j'ai pas été assez bon parce que j'ai pas réussi à embarquer tout le monde et parce que le corollaire en fait de mon positionnement, etc., c'est que quand les gens m'aiment bien, en fait, ils surinvestissent sur moi. Et donc, ils pensent que je suis génial, etc. Alors qu'en fait, je suis un type assez moyen, qui se débrouille pas trop mal, tu vois. Mais voilà, j'ai pas, non, mais j'ai aucun génie, quoi. C'est-à-dire que voilà, si quelqu'un pense que effectivement, donc, j'ai des traits de génie, bah, il se trompe complètement. Donc, voilà, c'est, ouais, et donc, et je dis ça pas pour faire le malin, parce que globalement, c'est là pour le coup, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que j'ai une conviction profonde que je suis parti avec un bagage qui n'était pas inintéressant, mais enfin qui n'était pas non plus, qui n'était pas une voie royale. Voilà, parce que tu as des gens qui ont un don et un talent absolu dans un domaine, et donc ils vont exercer dans ce domaine-là parce que c'est évident pour eux depuis toujours que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Tu vois, vous avez fait du cheval, bah, on voit tout de suite les gens très doués, quoi. Donc et après il y a ceux qui s'accrochent et qui disent non mais moi c'est du sport plaisir, bah très bien. Là, on se rappelle nos gamelles, tu sais, à bouffer le sable. Alors, pour l'anecdote, donc quand j'ai acheté un cheval donc pour ma fille, donc j'ai demandé au club en Bretagne, donc j'ai dit au patron du club, bah voilà, j'aimerais bien lui acheter un cheval comme ça, donc quand on vient et tout, donc elle a un cheval d'à mon niveau et donc elle fait du CSO, donc du saut et donc ça fait, on franchit un cap parce que évidemment les chevaux de club, bon, ils ont pas forcément toujours le potentiel, donc pour continuer à grimper, donc à sauter plus haut, bon, et plus vite. Et bon, et donc je lui ai dit, bah, ce qui serait sympa, c'est que je dis comment on fait, on appelle des haras, un truc, tu sélectionnes des chevaux, on va les voir et tout. Il dit ouais, on va faire ça. Donc et donc on a fait une journée complète où on a fait plein de haras pour voir des chevaux. Et de ma fille essayer les chevaux donc à chaque fois. Et donc c'était super sympa. On est parti très tôt, une fois de plus. On est rentré très tard, mais c'était vachement sympa. Elle a essayé, on voyait les chevaux, etc. Donc à chaque fois, le gars disait, bah voilà, j'ai celui-là. Bon alors celui-là, il vaut tant. Je dis oh, peut-être l'autre alors. Et bref, à un moment donné, on est chez un type, alors qui est vraiment une terreur, quoi. Donc le mec, il régente tout, il est sur sa petite chaise là, il dit bon, toi tu vas chercher tel cheval, tu l'amènes, la petite elle essaye, tac tac tac, etc. Bon, tu vois. Puis à un moment donné, elle tombe.
C'est un cheval qui était vachement nerveux et tombe. Et donc là, parce que maintenant, vous savez qu'il y a un airbag, donc il y a l'airbag qui se déclenche. Et moi, je dis au gars, je dis merde, encore 25 € de bombes. Je dis j'en ai marre. Et le gars il dit mais vous êtes sérieux, etc. Et donc lui c'était un gros dur, mais en fait il a pas compris que c'était une blagounette. Mais tu vois, il s'est dit le mec est vachement sérieux. Et donc il pense pas à sa fille qui est tombée. Bon, on voit bien qu'elle avait rien, si tu veux, elle s'est relevée, elle est repartie. Et hop, c'était comme en l'an 40. Mais et alors j'ai adoré cette journée parce que moi j'ai été dans le sport à une époque, donc il y a très longtemps. Donc quoi comme sport? Alors moi j'ai fait moi perso, donc j'ai fait du hand, donc je fais sport études Ouais. hand, mais j'étais avec une sportive de haut niveau qui a fait les Jeux Olympiques, etc. Donc qui a même gagné. Donc et donc j'étais très longtemps, 7 ans. Donc voilà, et donc j'étais vraiment au cœur là du sport de très haut niveau. Voilà, et voir les chevaux et sélectionner les chevaux, ça me rappelait l'athlé, quoi. C'est-à-dire que l'athlé, tu vois bien, si tu veux la foulée, le pied, etc. Et tu veux donc tu vois très vite en fait, tu vois les gens qui ont quelque chose. Et moi très vite en fait les chevaux, je me suis senti assez à l'aise pour juger ou jauger. Alors attends, à un petit niveau, évidemment, il s'agissait pas, donc tu vois, j'étais pas au Yearling, donc en train d'acheter la future vedette du Grand Prix de Longchamp. Mais globalement, je trouve que c'est passionnant. Voilà. Et là, pourquoi on parle de ça? Parce qu'on parlait du talent, etc. Là, tu vois tout de suite les niveaux. Par exemple, il y a un cheval, tout de suite, je me suis dit, mais c'est sûr qu'il faut prendre. Et moi, je voulais absolument le prendre. Et ma fille voulait pas parce qu'il était trop fort. Elle a dit, non, mais moi, j'ai pas le niveau, etc. Donc, tu vois, donc j'ai une fille qui est intelligente, hein, parce que 14 ans, elle a accepté, c'est d'elle-même, elle a dit, je prends celui qui était 2 fois moins cher. Et ben, celui que j'avais repéré, il a été vendu 2 fois plus cher. Donc, 6 mois après, tu vois, donc en Malaisie, il paraît qu'il gagne tout, etc. Mais ça se voyait, tu vois, c'est-à-dire qu'il s'appelle Goledi, tu vois. Et c'était cette Goledi, là, on voyait qu'elle était géniale. Comme je me suis dit, ça, c'est un cheval qui a un potentiel énorme. Et encore une fois, je m'y connais pas beaucoup, mais j'ai compris un certain nombre de choses. Voilà. Par l'intuition, puisque c'est un peu Exactement, le thème. Le thème, hein, donc, voilà, parce que, et l'intuition, c'est quoi? Ben, l'intuition, c'est de l'observation. Voilà. Avec un cadre analytique qui te permet évidemment donc d'arriver donc à une conclusion, tu vois. Donc et donc bah, mon cadre analytique donc c'était clairement mes repères de la période attelée où je voyais, etc. Donc le pied. Je vais vous donner un exemple incroyable. Donc moi j'ai été avec bon je vais le dire, j'en parle jamais, etc. Mais bon là c'est l'occasion. Donc j'étais avec Marie-Josée Pérec pendant toute sa carrière quasiment. On a le donc scoop du podcast. non parce que tu tapes mon nom souvent c'est marqué, etc. Puis maintenant chacun a fait sa vie, etc. Donc je vais pas voilà. Mais pendant de 89 donc à 96, 97 même donc. On habitait ensemble, etc. Donc après, bon, quand elle est à Los Angeles, donc on n'habitait plus, plus vraiment ensemble, mais on était ensemble, etc. Et voilà, j'ai eu une importance dans sa carrière. Quand je l'ai connue, elle avait arrêté de courir, donc c'est moi on a commencé à recourir ensemble, si tu veux. Donc pour te dire, donc le niveau qu'elle avait, mais ça a été très vite, hein, donc 3 jours plus tard, donc elle faisait 4 tours quand j'en faisais un, donc mais la remise en forme a été rapide chez elle. Donc, mais toujours est-il que donc 89, donc elle se remet à courir et donc elle fait les championnats d'Europe et elle fait donc 90 pardon, elle fait le championnat d'Europe et elle fait donc 3e au championnat d'Europe au couloir 1, ce qui au couloir 1 c'est assez unique d'être sur le podium, c'est impossible parce que ça court, la courbe est beaucoup trop forte et donc sur 400 même sur 400 c'est pas possible et donc elle fait 3e et là, il y avait un entraîneur à l'époque qui s'appelle Pia Cinta, qui était la star de l'athlétisme, qui était un type très dur. Et moi, je lui dis à Marie-Jo, on devrait envisager d'aller voir Pia. Et elle me dit, j'avais de la vie, trop dur pour moi, etc., etc. Bon, très bien. Donc, j'appelle Pia, je lui dis, est-ce que tu t'accepterais de voir Marie-Jo? Il dit, non, c'est pas du tout mon profil d'athlète, etc. Elle est géniale, mais moi, je pourrais jamais m'entraîner parce que elle est pas assez rigoureuse, etc., etc. Donc, bref, j'arrive à rassembler les deux. et on fait un déjeuner, et Pia Cinta arrive. Il avait fait un diagramme et il dit voilà, Marie-Jo, quand tu fais tant de foulées sur 400, alors il commence quand il dit Marie-Jo, c'est quoi ton objectif? Elle dit moi je veux être championne du monde. D'accord, la fille a fait 3e au championnat d'Europe, hein, donc l'année après elle dit je veux être championne du monde. Bon, 3e au championnat d'Europe, ça prédispose pas à être champion du monde. Déjà il y en a 2 devant toi en Europe, ça veut dire qu'il y en a 5 ou 6 dans le monde, donc t'es 8e quoi, grosso modo. Tu pars de 8e. Bon, elle dit moi je veux être championne du monde. Ok, il dit ok, c'est jouable. Déjà, ils se mettent d'accord là-dessus. Bon, objectif. Ensuite, donc, tu vois, donc les deux en 3 secondes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. C'était clair qu'on pouvait être champion du monde. Moi, je dis parce que moi, je m'associais à la démarche. et donc, Pia sort son diagramme et il dit voilà, il dit. Les championnats du monde, ça va se. Alors, je vous donne des temps, personne ne connaît les temps, etc. Mais bon, peu importe. Je veux dire, ça donne des indicateurs. Donc,
Marie-Jo, elle courait en 50-30. Et pour être champion du monde, Pia, il dit, il faudra être en 49-30. Voilà. Tu vois, donc, faut qu'on gagne une seconde. Bon. Il dit, comment on va faire? Il sort un diagramme. Il dit, voilà le nombre de foulées que tu fais sur 400 mètres. Ton pied droit est légèrement rentré. On va travailler toute l'année pour le redresser. On va gagner ça par foulée. À la fin, ça fait 49-30. Et toute l'année, elle travaillait pour redresser son pied, le bras, le pied, et tu penses qu'à ça, et tu fais que ça. C'est-à-dire que c'est des mécaniques de précision qui sont incroyables. Tu rentres dans un niveau de détail, si tu veux, les gens ils disent tiens, elle court, et puis voilà, mais ça n'a rien à voir avec ça, si tu veux. Tout est organisé, pensé, etc. Et toute l'année, tu travailles pour remettre juste ça et sur ton pied. Et le bras, le truc, bon, voilà. Et donc, on arrive à Tokyo, c'était à Tokyo, les championnats du monde. Bon, maintenant que je suis lancé, je raconte l'anecdote jusqu'au bout. Ah oui, on a envie de savoir, là. Ouais, et donc, on arrive à Tokyo, donc nous, on veut être champion du monde. Personne ne la connaît, elle a fait 3e au championnat d'Europe. Et le premier jour, donc j'arrive à côté du village olympique, et donc moi j'avais pas de carte pour rentrer, donc c'est elle qui sort, et je lui dis j'ai vu un café à côté là, donc à l'angle, on se retrouve là-dedans. Donc on est à Tokyo, tu vois. Bon, moi je connais évidemment personne. Je rentre dans ce café et il y a plein d'occidentaux parce que évidemment les championnats du monde font qu'il y a plein de gens. On connaît, bon, si vous avez déjà fait des événements sportifs, voilà, on voit que tout le monde se retrouve un peu partout. Et dans ce café, à côté, il y a une table d'Espagnols. Donc moi, j'attends Marie-Jo et je discute un peu avec les Espagnols, tu vois, et je dis au gars, mais qu'est-ce que vous foutez là? Donc il me dit, je suis pour l'athlétisme. Et il me dit, et vous? Je dis, moi aussi. Et je lui dis, moi, alors, il y avait une coureuse espagnole du 400 mètres qui s'appelait Miers, que personne ne connaissait. Moi, je connaissais, puisqu'évidemment, je m'étais intéressé toutes les coureuses, donc qui étaient dans la compétition, donc au courant de Marie-Jo. Et je dis au gars, moi, je suis venu pour assister à la victoire de Miers au 400 mètres féminin. Le mec, il est interloqué, il me dit, mais pourquoi vous parlez de ça, de Miers? Je dis, parce que c'est elle qui va gagner, quoi, le 400 mètres, c'est sûr. Je veux dire, pour moi, c'est la favorite. Et le gars, il me dit, mais c'est pas Miers qui va gagner. Alors je dis, c'est qui? C'est l'Allemand, parce qu'il y avait Breuer qui avait gagné sur l'Europe et qui était très forte, et tout le monde pensait qu'elle allait gagner. Donc je dis, vous pensez à qui, Breuer? Il dit, non. Il me dit, je dis, à qui alors vous pensez? Il me dit, Pérec. Alors je lui dis, mais Pérec, elle est nulle, elle a fait 3e au championnat d'Europe. Tu vois? Et le gars, il dit, mais moi, j'ai vu courir Pérec, et il me dit, et qui a vu courir Pérec sait que Pérec va gagner. Parce qu'elle avait fait des meetings toute l'année, etc. Donc les gens avaient vu l'évolution, et lui, c'est un spécialiste, il avait bien vu. Et là, Marie-Jo rentre, elle m'embrasse. Elle m'embrasse. Et le gars, il me regarde comme ça, il me fait. Voilà, c'est marrant, comme situation. Là. Et donc, il y avait 4 tours. Et alors, le truc qui est génial, c'est que le premier tour, je suis juste dans Tokyo, donc je marche, et je sais que la course, c'est dans 2-3 heures. Et 1h30 avant, je commence à avoir mal au ventre. Tu vois, comme si j'allais courir moi, tu vois. Et en fait, tous les tours, j'avais l'impression que c'est moi qui courais. C'est-à-dire que c'est parce que quand elle a été associée comme ça, alors j'ai tout le temps avec Pia, il m'expliquait les trucs. Bon, c'était assez génial, hein. Donc, et elle a gagné en 49-13, mieux 49-30, tu vois. Donc, voilà. Et tout ce que Pia avait dit, c'est avéré exact, tu vois. Et donc, quand les gens pensent que tout ça, en fait, c'est du joyeux hasard, donc un joyeux bordel, etc. Malheureusement, donc c'est pas ça. Et c'est pour ça que les sportifs sont toujours donc irascible, borderline sur, tu vois, sur le plan émotionnel, etc. Parce que c'est très très dur et l'investissement à y mettre est tel que quand t'as pas le résultat, évidemment que ton monde s'écroule puisque tout était conditionné par une seule chose, tu vois. Dans le business, à la limite, le lundi est pas bon, tu peux récupérer le coup mardi, tu vois. Mais eux, la finale du 400 mètres, c'est pas le lendemain, hein. Donc c'est ce jour-là, à cette heure-là, tu vois. Donc tout est cristallisé sur un horaire, un jour, une date dans l'année. C'est effrayant. Voilà, bon, et c'était ma contribution donc au parallèle entre le sport et le business. Et ton ventre, très important. Et ton ventre. On y arrive. Non, mais tu l'as dit, t'avais l'impression de courir, t'avais mal au ventre. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Pire que tout en 92, parce que l'année suivante, c'est les Jeux Olympiques. 92, donc c'était à Montjuïc, à Barcelone, stade de Montjuïc, il fallait monter. Impossible de monter les marches. Heureusement, il y avait un escalator. J'ai pris l'escalator. Impossible de monter les marches. Mais pourquoi? J'étais tétanisé pour la finale. Je pouvais pas aller au stade. J'étais en bas du stade, je pouvais pas monter. Voilà, tétanisé. Parce que là, c'était l'enjeu suprême, tu vois. Championnat olympique, c'était le truc. Bon, voilà, il n'y avait pas d'autres. Tu vois, c'était l'absolu. Donc, tu vois, et là, si tu loupes ça, moi, je savais derrière toutes les conséquences psychologiques que ça aurait, etc. Et donc, voilà, on était focus là-dessus et ça a été voilà, j'ai vomi, enfin bon, mais j'étais vraiment dans et d'ailleurs, tu vois, dans l'équipe, ils avaient écrit donc son compagnon très très prolixe, etc. Donc n'arrêtez pas de raconter donc la victoire, 3 petits points à elle, sous-entendu que je m'étais accaparé la victoire en fait, mais les mecs comprenaient pas que tu fais tes causes, quoi. Tu vois, et après c'est un tout, tu vois.
C'est un Non, team, c'est il y a sûr. une team, quoi. Voilà, bon. Et justement, dans le business, c'est ressenti au niveau du ventre, tu les as déjà eu? Alors que ce soit est-ce qu'il y a des choses qui te nouent le ventre? Parce que quand on te voit comme ça, tu as l'air quelqu'un de voilà, très détendu, toujours de bonne humeur. Il y a des choses qui te contrarient? Ah oui, plein de choses qui me contrarient, mais je suis naturellement de bonne humeur. Voilà, donc Tu te lèves le matin, ouais, tu es de content? bonne humeur, grosso modo, voilà. Et après, bah, moi, je suis pas rousseauiste, hein, donc je pense pas que l'homme est forcément bon. Et donc, ma rencontre et mon croix avec les autres, parfois, fait que ma bonne humeur s'altère. Voilà. On adore. Très bonne citation. Mais globalement, oui, j'ai un positionnement plutôt joyeux. Alors après, alors bon, je le cultive, hein, on a bien compris qu'il y a toute une forme d'autodérision, et j'explique toujours que l'autodérision, c'est un puissant moteur, donc je pense qu'il n'y a pas de meilleur moteur que l'autodérision. Voilà, parce que à partir du moment où tu commences à désamorcer les choses, eh ben, tout devient plus simple, tu vois. Par exemple, si tu veux, revenons au sport. Moi, j'ai toujours expliqué à Marie-Jo qu'il fallait accepter la défaite. Si tu veux, tout le monde te dit il faut un plan A, pas de plan B. De toute façon, quand il y a un plan B, ça veut dire que tu crois pas au plan A. Mais tout ça, c'est des conneries. Si tu veux, moi, je comprends pas. Chaque année, au foot, dans le championnat de foot, les supporters donc bloquent les joueurs, font grève parce que l'équipe est dernière. Mais tous les ans, il y a un dernier. je vois pas pourquoi, si tu veux, c'est infamant. Et tu fais ce que tu peux, et à la fin, il y a un résultat, et je comprends pas, moi, que les gens n'acceptent pas le résultat. Donc, si tu veux, tu peux être très fort, avoir fait tout ce que j'ai raconté sur le pied, etc. Mais s'il y en a un autre qui est encore meilleur, bah, voilà, il gagne, quoi. C'est comme ça la vie. Donc, si tu veux. Donc, globalement, l'idée que seule la victoire est belle, seule la victoire, finalement, te nourrit, donc, et justifie ce que tu as fait. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a plein de glands qui ont réussi, qui auraient dû échouer, et il y a plein de gens qui ont échoué et qui auraient dû réussir. Si tu veux, la frontière est tellement faible entre les deux que parfois, eh ben justement, ça se passe au niveau du ventre. C'est effectivement, comme veut la formule, avoir de l'estomac, ça se joue à l'estomac. C'est vrai que des fois, tu vois, mais tout ne se joue pas à l'estomac. On le voit avec Trump, quoi. Il suffit pas de dire tapis tout le temps comme un imbécile pour effectivement, donc, tu vois, avoir du résultat, quoi. Voilà. C'est-à-dire que cette espèce de aussi maintenant de culture du néo-virilisme, si tu veux, donc me semble complètement débilos, quoi. Tu vois, donc tu vas y arriver, etc. Non, il y a parfois, il faut savoir se dire, donc, je vais faire un pas de côté, parce que c'était la question, ou voire même, je vais arrêter. Voilà. Parce que j'ai atteint mes limites, parce que la boîte, c'est plus moi qui peut l'amener plus loin. Ça, c'est un vrai sujet, tu vois, de se dire, mais attends, mais, tu vois, ton enfant, t'as des gens qui ont des enfants très forts, bah, à un moment donné, ils vont les mettre dans des structures, etc., où ils pourront s'épanouir complètement, parce que finalement, les parents sont plus forcément à la hauteur, tu vois. Ne pas être à la hauteur, même ça, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est de ne pas comprendre que t'es pas à la hauteur, tu vois. Je veux dire que, voilà, moi je pense que parce que t'es pas à la hauteur de plein de choses dans ta vie. D'ailleurs, dans ta vie, tu passes ton temps à ne pas être à la hauteur. Voilà, t'es jamais, même quasiment à la hauteur des choses, tu vois. Puisque si t'as de l'ambition, tu vas toujours essayer d'aller plus loin. Donc, par définition, tu vas ramer derrière l'objectif, parce que tu vas le mettre toujours plus haut, l'objectif, tu vois. Et d'ailleurs, c'est bien le problème du sport, c'est que quand tu as un record du monde, mais tu veux avoir le record qui va encore aller plus haut. Quand tu as gagné une compétition, on t'interroge sur celle d'après. Et entrepreneur, c'est un peu ça, c'est qu'on est en permanence dans une ambition dont la ligne d'horizon se décale, tu vois. Donc, on peut pas se dire qu'on est satisfait. Moi, on me dit, est-ce que tu es heureux, etc. Mais je m'interroge jamais là-dessus, parce que, si tu veux, l'entrepreneur, c'est savoir gérer ses frustrations. Voilà. Parce que c'est le royaume de la frustration. Tu es tout le temps frustré de plein de choses. Voilà. Et d'ailleurs, la vie, c'est gérer sa frustration. Parce que tu as même des mannequins qui se trouvent moches. Donc, une fois que tu as compris ça, tu te dis que finalement, c'est pas le bagage qui compte. C'est ce que tu en fais et comment tu te perçois et comment tu te comportes dans l'existence. Tu vois. Voilà. Moi, j'étais très proche d'un type qui avait tout. Il avait fait HEC, il était beau, il avait fait très beau, il avait fait genre tapis, tu vois, il parlait super bien, il était avocat et il avait racheté une boîte qui réussissait vachement bien. Et ben le mec s'est suicidé. Voilà. Pourquoi? Ben j'en sais rien, parce qu'il se trouvait nul. Et tout le temps, il me disait, toi Nadir, c'est incroyable comment t'es bon, etc., etc. Moi, je disais, mais attends, mais j'ai pas le quart du début, tu vois. Et donc, le gars, au nom de ce que tu dis, c'est-à-dire que, comme j'incarne une forme de cultitude ou je sais pas quoi, le type, il se disait, j'aimerais être comme Nadir, alors que moi, j'aurais tout donné pour être comme ce mec-là. Parce que je me suis dit, mais attends, tu vois, j'avais pas le début de ce qu'il avait. Bon, voilà. Et donc, la réalité, encore une fois, quand tu comprends ça, tu te dis, mais attends, parce qu'après, ce qu'il faut, évidemment, c'est analyser les choses, dire, mais pourquoi, ta question, pourquoi, on sait jamais, parce que si tu veux, ça se joue, ce genre de choses se joue à pas grand-chose, des fois, et il suffit d'une présence, un mot, etc. C'est pour ça que les gens qui sont autour s'en veulent toujours en disant mais j'aurais dû, j'aurais pu, etc. Bon, c'est ce qui est pas, à mon avis, une bonne chose, parce que globalement, évidemment, la vie elle est ce qu'elle est, et il y a plein de fois où on aurait pu, on aurait dû, et malheureusement on n'était pas là. C'est comme ça. Donc si tu veux, et il faut en prendre son parti et en accepter effectivement donc les conséquences. Mais la réalité est que
moi j'ai croisé sur mon chemin, là on est dans une ligne de partage d'expérience, une chose que j'ai retenue, c'est que c'est jamais ceux qui ont les plus de qualité qui sont les plus heureux. Ça, c'est clair et net. Voire même, c'est parfois évidemment le contraire. Et alors, trop de qualité tue. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, je me sens heureux parce que j'avais pas beaucoup. Et du coup, c'est un peu la question aussi tout à l'heure, mais il y a un truc qui te stresse, qui te noue le ventre, parce que effectivement, tu dégages ça, d'être heureux, d'être cool, mais j'imagine que il y a des choses quand même qui t'impactent, dont tu as peur? Ouais, bah, alors après, si tu veux, donc, bah, d'abord, les boîtes que j'anime, etc., et que je développe, donc, personnellement, bah, c'est aussi une remise en question personnelle permanente, hein. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est pas le tout de déconseiller aux autres. Si tu veux, mais imaginons à un moment donné que je me plante. Bah, mes conseils commenceraient, si tu veux, on dirait, mais attends, regardez ce gland, il râlait sa fraise tout le temps, et maintenant, bah, tiens. Bon, d'ailleurs, on l'a vu pour un de mes camarades, donc, de l'émission, où d'un seul coup, effectivement, il y a quand même même s'il y a eu un courant de sympathie, il y a aussi eu une déferlante de commentaires, donc, négatifs, évidemment, pour dire, ah bah, tiens, voilà, qui s'occupe de sa boîte plutôt qu'effectivement, donc, des conseils aux autres. Bon. Donc, si tu veux, donc, on est quand même sous pression permanente, c'est-à-dire que de se dire investisseur, mentor, donner des conseils, etc., bah, encore faut-il, moi je dis toujours que les conseilleurs sont pas les payeurs, tu vois, mais en tous les cas, si toi tu as déposé le bilan, c'est sûr que c'est compliqué après d'aller expliquer aux autres ce qu'il faudrait faire. Alors même que tu pourrais très bien en avoir tiré des conclusions très intéressantes et que ça te met pas hors jeu pour autant, mais n'empêche que, évidemment, ton propos est forcément donc moins audible et moins puissant. Et au-delà de ça, donc c'est moi je me remets en danger. Donc je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je trouverai des solutions à tout. Donc je prends pas mal de risques. Bon, mais évidemment, les risques, c'est pas que des gratifications à la fin où on te dit, ah, t'as été courageux, etc. Des fois, le risque, c'est l'échec, hein. Donc ça me met sous pression. Et donc moi je suis évidemment donc sous pression parce que faire move sur la partie tourisme responsable, la partie B2C, donc client grand public, bah, c'est compliqué d'expliquer, tu vois. Donc c'est facile de dire moins 70%, c'est plus compliqué de dire c'est un hôtel éco-responsable qui paye mieux les gens, qui réduit sa consommation d'énergie, qui fait ci, qui fait ça, et qui en même temps vous apporte des expériences qui sont sympathiques, glorieuses, donc épanouissantes, parce qu'à la fin le gars dit ok, mais tout ça c'est bien beau, mais moi, pourquoi je paierais ce produit-là plus cher ou en tous les cas au même prix, et pourquoi je prendrais celui-là plutôt qu'un autre, parce que qu'est-ce que ça m'apporte à moi, voilà. Et donc moi, j'ai un marketing qui est forcément donc très verbeux, alors que le gars qui dit moins 70, tu vois, bon bah c'est plus facile, hein, donc voilà. Donc tu vois, c'est la fille qui met un décolleté, donc c'est plus facile pour la séduction que celle qui se lance dans une longue explication sur la philosophie kantienne, quoi. Donc voilà. Non mais je dis ça parce que Lucchini dans son spectacle explique souvent ça, donc que lui il a besoin pour être dans la séduction de faire des longues phrases. Bah moi c'est un peu la même chose, et en plus mon marketing est un peu donc celui-là, tu vois. Et donc du coup j'ai trouvé donc quand même des voies, mais c'est très compliqué, et chaque jour donc je suis en but donc à des échecs personnels qui me remettent en question et qui m'amènent à douter, à réfléchir, et ça va pas jusqu'à douter de moi-même, mais en tous les cas à me dire une chose très claire, en tous les cas, c'est que quand je me suis relancé de zéro, j'aurais jamais dû faire ça. Et si c'était à refaire, j'aurais racheté les boîtes, parce que globalement, après j'en ai racheté, c'est plus simple de partir d'une structure donnée, si tu veux, que de partir de zéro. Vous l'avez vécu, c'est horrible, quoi. T'as aller acheter une gomme, aller à la poste, poster une lettre, tu vois, tout est compliqué, il y a rien, parce que ça repose sur rien, donc ça ne repose que sur ton énergie et ta capacité à produire quelque chose. Moi, j'avais oublié tout ça, c'est-à-dire que ça faisait 20 ans que j'avais pas relancé une boîte moi-même tout seul, etc., donc comme un grand, tu vois. Et donc, au début, je me suis dit, mais je suis vraiment totalement abruti. Qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère, quoi, tu vois. Qu'allait-il faire dans cette galère? Vous connaissez la phrase, tu vois. Donc, voilà. Et évidemment que de temps en temps, j'ai des petites victoires. C'est pour ça que je dis que l'entrepreneur, donc il faut savoir dépasser les grands déboires, donc et savourer les petites victoires, parce que c'est ça. Il n'y a pas de grands moments triomphants, parce que même le jour où tu vends, tu vois, et que tu vends à un bon prix, tu te dis, moi j'ai connu un gars qui a vendu sa boîte 100 millions. Toute sa vie, il m'a répété, chaque fois que je le voyais, j'ai vraiment été con, hein, j'aurais fait une boîte à 1 milliard, vraiment j'ai été con. Tu vois, mais oui. Ouais, t'es jamais content. Mais jamais. Et t'as toujours un gars pour t'expliquer qu'il fallait pas être content, t'aurais pas dû faire ça, tu vois. Et ça te rentre dans ta tête, tu vois. Donc voilà, donc globalement, en fait, si tu veux, sur tous les sujets, à un moment donné, autodérision, tu vois, recul, voilà. Sens de l'effort,
et acceptation que tout ne soit pas que réussite. Voilà les ingrédients pour, au final, être à peu près heureux en tant qu'entrepreneur. Non, mais c'est bien résumé. Tu as beaucoup parlé des échecs et effectivement, il y en a et t'en cumules. Et d'ailleurs, c'est là que tu cumules de l'expérience pour un jour réussir. Et tu as dit, il faut digérer ces échecs, il faut prendre le temps de les assimiler. Et là, c'est vrai que c'est des moments où tu peux avoir besoin de te remobiliser, il faut bien se connaître. Est-ce que toi, tu as des petits rituels? C'est quoi tes piliers dans la vie en dehors de ton entreprise? Parce que nous, on le sait aussi, ton entreprise, ça absorbe ton âme. C'est On est d'accord. non mais Non, mais c'est vrai, tu penses tout le temps. Non, parce que vous pourriez ne pas être d'accord avec moi, vous pourriez avoir une vision totalement différente. Non, là, on est assez d'accord, je pense. Ouais. Sur ce point, je pense qu'on est assez alignés. Ça t'arrive de réussir à couper complètement ou est-ce que tu es un passionné de yoga ou Non, moi j'ai aucun type de ce truc-là, aucun. Donc moi je Tu suis comme cours des beaucoup chevaux. Tu cours beaucoup Je dors jamais, tu vois, j'arrive pas à déconnecter. Alors, Tu dors pas je me réveille la nuit, je pense à plein de trucs. Je me dis, attends, là, j'ai vraiment été gland. Demain, il faut absolument que j'oublie pas de faire ça. J'ai toujours ma to-do dans la tête. Bien sûr, comme toutes les to-do, j'en fais que la moitié. Donc, je suis toujours frustré de la moitié que j'ai pas fait. Tu vois, en me disant, mais je suis vraiment nul. Pourquoi je pas j'ai oublié ça, mais quel con, etc. Bon, voilà. Et donc, voilà. J'ai tous les ingrédients du créateur d'entreprise, quoi. C'est-à-dire que et j'ai toujours dit ça. Et j'ai des petites feuilles, je note, je barre une fois que j'ai fait les trucs, etc. Bon, voilà, j'ai un agenda encore à l'ancienne papier parce que j'ai tous mes notes dedans, etc. Bon, et donc il y a un décalage dans la perception évidemment des gens de ce que je suis parce que je donne l'impression d'être, tu vois, une sorte d'Obama, tu vois, donc en moins séduisant, mais tu vois, avec une forme de, tu vois, comme ça, de décontraction naturelle, etc. Des gens bien nés, alors que moi en fait je suis pas très bien né, tu vois, et j'ai passé ma vie, tu vois, à courir derrière quelque chose qui s'éloignait plus je me rapprochais, quoi. Donc d'où la ligne d'horizon dont je parlais tout à l'heure. Et donc de tout ça, il a fallu que je trouve quand même des moyens de me dire, il y a des choses qui me vont bien, voilà, et donc je suis satisfait. Donc j'ai eu des moments de plénitude, voilà, quelques moments de plénitude dans ma vie, donc évidemment, tu vois, donc j'ai en tête par exemple une petite scénette, donc un jour à l'île de Ré, donc j'avais loué une maison quand ma fille est née, j'ai loué une maison pendant 6 semaines à l'île de Ré pour que la famille de ma femme et la mienne puissent venir, donc j'avais plein de chambres, etc. et j'en venais pour voir la petite. Je me suis dit donc, tu vois, parce qu'on passe s'emmerder à prendre la petite, elle est partout, etc. Ils ont qu'à venir et on va mettre un truc central, voilà. Et un jour, j'ai fait une sieste dans cette maison. Donc, j'avais ouvert un peu la fenêtre. Il y avait une petite brise. J'entendais le bruit des vagues, tu vois. Et je me suis dit à un moment donné, mais là, je n'ai aucun souci. Je cherchais quelque chose qui pourrait être négatif, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, précisément, il n'y avait aucun signe d'inquiétude nulle part, quoi. Voilà, bon. Mais ça m'est rarement arrivé. Parce que si tu veux, évidemment que c'est anxiogène. Parce que comme tu passes ton temps à vouloir anticiper, donc, tu essaies d'imaginer tout ce qui pourrait se passer de négatif. Donc, même quand c'est positif, tu portes du négatif, tu vois, en permanence, entrepreneur. Sinon, tu n'es pas entrepreneur. Voilà, sinon, tu es investisseur éventuellement. Et tu dis, c'est les statistiques sur 10 boîtes. Bon, si elle plante, c'est pas grave, l'autre réussira, etc. Ce qui n'est pas ton cas quand c'est ta boîte. Quand c'est ta boîte, tu joues tout sur celle-là. Ça rend fou, quoi. Ça rend en tous les cas, ça rend inquiet. Attends, mais comme les enfants, parce que je fais le parallèle tout le temps, vous allez dire, mais pourquoi il répète toujours? Parce que je pense qu'il y a, tu vois, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, quand ma fille est née, bon, le premier truc que j'ai pensé, ils me l'ont mis dans les bras, là, bon, le premier truc que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, maintenant, je vais devoir m'inquiéter pour quelqu'un d'autre que moi. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire ça. Que, tu vois, et de toute ma vie, en fait, je n'avais joué la partie que pour moi, parce que ta femme, tu peux en changer, etc. Donc, tu vois, tu peux. Changerais pas. Donc, moi, je dis que je ne changerai pas, mais d'autant plus que j'ai ma fille, tu vois. Mais globalement, si tu veux, tu vois, tu peux. Il y a ta mère, en fait, si tu veux, voilà, et ton enfant. C'est peut-être les deux choses, les deux personnes où toute ta vie, tu sais que tu auras des relations avec eux. Tu vois, c'est très rare de se fâcher avec sa mère, avec ton père, ça arrive tout le temps. Avec ta mère, c'est très rare. Donc, et avec ton enfant, c'est quasi mission impossible. Bien sûr qu'il y a des gens qui se fâchent avec leurs enfants, mais c'est quand même, c'est pas naturel, c'est pas le cours des choses. Bon, voilà. Donc, et voilà, et c'est la première chose que ça m'est apparu immédiatement. Et je me suis dit, en plus, ça va comme avec Marie-Jo, c'est-à-dire que j'ai le sentiment de courir, mais c'est pas moi qui vais courir. C'est-à-dire que ton enfant, il fera bien ce qu'il voudra, tu vois. Et donc, c'est encore pire que tout. C'est-à-dire que tu vas devoir t'inquiéter pour quelqu'un qui prendra peut-être des décisions contraires à ce que toi, tu leur as dit. T'es pas dans l'action, t'es juste, tu subis, tu dois regarder. Voilà. Donc, à un moment donné, tu te dis, T'as quand même de la chance parce qu'à ta génération, les enfants ont des gilets gonflables quand on fait du poney. Parce que nous, nos parents, si tu veux, ils nous regardaient. Ils nous voyaient juste tomber. La rupture de la colonne vertébrale au coin du truc, tu vois.
pour les Jeux Olympiques, la pauvre petite là, qui est morte donc juste avant les Jeux Olympiques, vous avez suivi avec ce cheval qui s'appelle Thaïs là donc et qui lui est tombé dessus. Et après c'est l'entraîneur qui a repris le cheval et qui a gagné, et qui a gardé le ciel, etc. Donc quand elle a eu sa médaille, ma femme tout le temps elle pense qu'à ça. Chaque fois que ma fille fait du cheval, ma femme ne pense qu'au fait qu'elle peut tomber, alors que moi jamais. Voilà. Moi, parce que, alors, tu vois, donc ça renvoie aussi à l'entrepreneur, c'est que moi, en fait, j'ai intégré ce paramètre. Voilà. Et à partir du moment où je l'ai intégré, c'est fini. C'est-à-dire que je le gère, puisque ça peut arriver. Donc, si tu veux, je gère le paramètre par anticipation. Voilà. Et je me dis, bah, ok, ça fait partie, si tu veux. Mais comme le nourrice n'existe pas, parce que c'est quoi? Tu vois, moi, je dis toujours, c'est quoi l'alternative? C'est de priver ton enfant de quelque chose. Mais à ce moment-là, je vais la mettre au basket et le panier va lui tomber sur la tête. Si tu veux. Tout peut arriver, n'importe quand, n'importe où. Donc, encore une fois, on connaît le truc. Donc, la formule. Donc, tu vois, donc, l'idée du danger, en fait, encore une fois, donc, ne le fais pas fuir, quoi. Tu vois, donc, tu vois, bah, donc, il faut bien apprendre à vivre avec les choses, tu vois, comme tu apprends à un moment donné à vivre avec le fait que tes parents disparaîtront un jour, qu'il y a plein de gens que tu aimes qui pourront disparaître, etc. Voilà, c'est partie intégrante, évidemment, de tout ce que tu dois apprendre, encaisser, assumer, voilà. Et entrepreneur, bah, ça rajoute encore d'autres trucs en plus de tout ça, mais qui du coup font que, sans doute, tu as une capacité à encaisser les chocs, parce que c'est une des questions, donc comment tu fais. Voilà, moi j'ai une capacité à encaisser les chocs qui est assez forte. C'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas que l'autodérision m'a protégé donc du burn-out, etc. Parce que j'ai toujours été très lucide par rapport à moi-même. Voilà, encore une fois, quand je dis je suis pas très bon, etc. C'est un moyen encore une fois de ne pas mettre de pression sur le fait que si je suis pas champion du monde, eh ben c'est pas si grave, parce que globalement, de toute façon, moi j'ai jamais pensé que je pourrais être champion du monde. Tu vois, voilà. Quand tu sais que tu peux l'être, bah alors donne-toi tous les moyens de l'être si tu veux. Et tu peux aussi dire bon, je rentre pas dans le jeu, mais si tu joues ce jeu-là, donne-toi effectivement tous les moyens. Donc moi, je me donne tous les moyens de réussir ce que j'entreprends. Pour autant, je sais bien que je serai jamais le maître du monde, tu vois. Donc voilà. Et donc dans ces conditions, ça m'a retiré aussi une chape de plomb, tu vois. C'est-à-dire que Et comment tu te ressources alors? alors, c'est une très bonne question. Donc, comment je me ressource? Bah, plusieurs choses, hein. Bon, la musique, donc, enfin, tu vois, des choses assez classiques, hein. Donc, la musique, alors plusieurs types de musique. Donc, moi, j'aime bien les textes un peu engagés. Donc, là, j'écoute tout le temps Scylla. Donc, alors moi, quand j'écoute un morceau, donc, l'autre jour, ma fille me dit, tiens, tu fais partie des 10% des gens dans le monde qui ont écouté le plus ce morceau, etc. Parce que tu sais, ils donnent des stats. Et donc, moi, j'écoute toujours le même morceau. Donc, si je remets en boucle, bon. Et donc là, j'écoute Scylla, donc Scylla Pamar, donc quasiment tout le temps. Avant, j'écoutais, je suis super fan de 16, même si encore une fois, je partage pas ses opinions politiques, mais en tous les cas, il y a une poésie, une écriture qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que je pense que ce gars-là, donc c'est un rendez-vous loupé avec l'histoire de la chanson française, parce que un jour, on le rendra grâce. C'est-à-dire que pour moi, c'est le Rimbaud de la chanson, donc à date, tu vois. Donc, c'est-à-dire c'est des fulgurances. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Rimbaud, quand il écrit ses premiers textes, donc à 16 ans, donc bon, encore une fois, il est d'une famille, donc pas d'illettrés, parce que sa mère savait très bien lire, mais en tous les cas, il n'y a pas d'intellectuel, donc sa mère est seule, il n'y a pas de père, c'est pas une famille d'intello, et donc lui, son seul rapport à la culture, c'est la bibliothèque donc de son lycée. Et quand il commence à écrire, sa mère tombe sur un écrit, donc elle prend la feuille, et elle dit, mais elle commence à dire, elle comprend rien, et elle dit, mais Arthur, qu'est-ce que vous avez voulu écrire? Parce que évidemment, il vous voit à ce temps-là, donc elle dit, mais Arthur, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Il dit, mais maman, ce qu'il a écrit, tu vois, parce que le gars, ça sort, tu vois, naturellement, et donc lui, à la limite, je sais même pas s'il peut donner une explication de texte et qu'il peut faire l'exégèse de son texte plus que lui, en fait, ça jaillit. Voilà, c'est ça, en fait. Les gens qui ont un talent, c'est que le talent est souvent plus fort qu'eux, plus puissant qu'eux. Donc moi, comment je me ressource? Auprès des gens qui ont ce talent-là. C'est-à-dire que j'aime les gens qui ont du talent, et donc je regarde du sport et je supporte des équipes où il y a une histoire et du talent. Par exemple, je suis très fan du Stade Toulousain donc depuis 30 ans, voilà, parce qu'il y a une philosophie de jeu, etc. Et donc je regarde et quand Ntamak marque à la dernière minute de la finale du Brennus, et ben je suis debout sur mon canapé donc et je crie Ntamak, 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 tu vois. Désolé pour les Rochelais qui nous écoutent. Parce que on a une diffusion dans toute la France. Bien sûr, niveau international même. Tu vois. Et donc ma femme me dit, mais ils t'entendent pas.
Et deux, c'est ridicule, quoi, à ton âge, tu vois, etc. Mais moi, je m'en fous parce que, et je me mets debout et je coach, etc. Et je dis, mais maintenant, il faut machin rentre, etc. Voilà. Donc, personne ne m'écoute, tout le monde s'en fout, mais n'empêche que le Stade Toulousain sache que s'il cherche un coach adjoint à Mola, je suis disponible. C'est vrai que tu ferais bien coach aussi. Ah oui, je serais pas mauvais là-dedans. Et parce que ça me plaît beaucoup. Et donc, tu vois, je replace les joueurs, etc. Bon. Donc, c'est un moyen de se ressourcer parce que d'un seul coup, si tu veux, je sors de j'oublie le reste, exactement. Voilà. Donc, c'est ça, je me vide la tête comme ça. Donc, la musique, donc, du sport, pratiquer un peu de sport, hein, parce que j'en fais un peu, donc même si j'ai de moins en moins le physique pour ça. Et quatrième chose, donc la lecture. Moi, je pense que si tu veux se confronter à ce qu'on disait sur la chanson, mais c'est encore plus vrai donc sur les auteurs. Voilà, je pense que effectivement, donc tu sais, il y a une phrase célèbre qui dit je préfère d'un gars qui passe son temps à bouquiner. On lui dit mais vous n'avez pas de relation avec les autres, etc. Il dit je préfère, pardonnez-moi si je préfère les grands morts aux petits vivants. Ben moi, le samedi, je m'intéresse aux grands morts et donc je lis des bouquins de gens intelligents, mais dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que je m'intéresse à plein de choses et pas seulement à des trucs. Moi, je lis jamais de bouquins de business, de management, de je sais pas quoi. J'en connais aucun et j'en ai jamais lu de ma vie et j'en lirai jamais parce que j'ai lu des bouquins d'histoire, de business. Ça, c'est autre chose. Si tu veux, où tu peux retirer effectivement donc des enseignements, mais les trucs là des nouveaux gourous donc du monde moderne, ça, c'est pas du tout mon style. Donc, alors, on pourrait dire, bah oui, mais c'est là qu'on voit que t'es arrogant parce qu'en fait, tu veux pas écouter les conseils des autres. Non, parce qu'en fait, je veux dire que je trouve que les prises de parole de masterclass et de conseils de gens qui n'ont pas un échantillon sur eux, si tu veux, sont un peu... Toi, moi, je te dis, dis-moi qui t'es et je te dirai si ça m'intéresse que tu racontes ou pas. Tu vois, c'est-à-dire que le gars qui me dit, c'est le meilleur restaurant de la ville. Et je lui dis, mais vous êtes qui? Il dit, bah, je suis le beau-frère du gars. Bah, je lui dis, ok, bon. Quelqu'un d'autre me dit, c'est le meilleur restaurant de la ville. Je lui dis, vous êtes qui? Il me dit, bah, je suis travaillé à l'office de tourisme. Bah, je lui dis, ah, c'est déjà plus intéressant. Et puis, si le troisième, il est au guide Michelin, c'est encore mieux. Donc, ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est qui le dit. Donc, avant, effectivement, de jauger du propos, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui le porte. Voilà. Et donc, quand il y a adéquation entre les deux, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Et pour revenir au talent et au génie, puisqu'on parle de l'écriture, tu vois, Céline, quand il a écrit Voyage au bout de la nuit, il a envoyé donc son manuscrit à un seul éditeur. Voilà. Et il a écrit « Vous tenez dans les mains un chef-d'œuvre ». Avec ce manuscrit, il dit « C'est le prix concours, le doigt dans le nez ». Voilà. Moi, je me dis, mais et le mec était médecin, il avait jamais écrit un bouquin de sa vie, il connaissait personne dans l'édition. Je me dis, il faut quand même être sacrément sûr de soi, tu vois. C'est-à-dire que le mec savait qu'il avait écrit un chef-d'œuvre. Et je pense que quand tu portes un chef-d'œuvre, eh ben, évidemment, après, ça t'oblige. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très compliqué, en fait, la suite, tu vois, quand un gars réussit très jeune. C'est qu'après toute sa vie, il doit être comptable de cette réussite. Finalement, moi, qui réussit tardivement, c'était aussi une chance. Et tu vois souvent chez les sportifs de haut niveau, quand ils ont un début de carrière assez fulgurant, ouais, ils ont du mal à tenir. Il n'y en a pas beaucoup. Et surtout parce qu'après, il y a tellement de gens qui mettent en toi des espoirs, tu vois, et donc c'est la grande phrase de Sioran, que d'ailleurs Lucchini va reprendre dans son spectacle sur Sioran à la rentrée, mais il l'a dit mal, Lucchini, donc je lui dis, hein, parce que je l'ai entendu l'autre soir, donc prononcer la phrase, donc, en fait, la phrase de Sioran, c'est... Donc Sioran, qui était tout le temps dépressif, etc., quelqu'un lui dit, mais par exemple, Sioran, c'est quelqu'un qui, le 31 décembre, le seul contact qu'il avait pour fêter la bonne année, c'était l'horloge parlante. Il appelait l'horloge parlante et il disait bonne année, il raccrochait. Alors évidemment, les gens qui ne connaissent pas l'horloge parlante, il y a eu une époque où pour avoir l'heure, on pouvait téléphoner. Donc voilà. Et donc il disait bonne année à l'horloge parlante. Et donc, alors moi j'adore ce genre de tips. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui arrivent à vivre en étant aimés de personne. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très fort. C'est-à-dire que, tu vois, créer les conditions que tout le monde te trouve sympathique, etc., ce qui est un peu mon cas, tu vois, c'est facile. Parce que quand les gens, moi, par exemple, dans l'émission, etc., j'en dis, dire, on sent que vous êtes très sympa, etc. Bon. Donc après, moi, partout où je vais, on me dit, vous êtes sympathique. C'est très facile mais accepter l'idée de ne pas l'être, c'est plus dur. C'est pour ça que le modèle d'Anthony, que je partage pas du tout, nécessite quand même du courage, parce qu'il faut être capable d'affronter le fait de dire, je suis pas un mec sympa. Tu vois, il y a un bouquin qui dit comment faire pour accepter de ne pas être aimé. J'ai acheté le bouquin que pour le titre. Je me suis dit, c'est génial cette idée, tu vois, parce que tout le monde veut être aimé. Voilà. Donc, partir du principe qu'effectivement tu pourrais faire sans, bon, et donc, mais évidemment que ça a un prix. Donc, du coup, le prix, c'est qu'il connaît personne et qu'il appelle l'horloge parlante pour dire donc bonne année. Bon. Et donc, quelqu'un lui dit, mais Sioran, vous avez, j'imagine, déjà songé donc à vous suicider. Et il répond, et cette phrase est absolument géniale, il dit, oui, c'est vrai, mais j'y ai renoncé parce que j'ai encore tellement de gens à décevoir.
Voilà. Et ben ça, je trouve cette phrase géniale parce qu'en fait, c'est ce que tu viens de dire. Quand tu es sportif de haut niveau, il y a tellement de gens qui placent des espoirs en toi que tu crées plus de déception que de satisfaction. Tu vois, parce que tu seras pas l'homme qu'ils voulaient que tu sois. Tu auras peut-être pas les résultats qu'ils auraient aimés, etc. Et donc en fait, tu crées des déceptions. Et je pense que un des moyens dans la vie d'être heureux, c'est d'accepter l'idée donc de créer de la déception. Ouais, très intéressant. Désolé, je dois faire le maître du temps. Je préviens qu'on va devoir bientôt arriver au bout de ce propos passionnant. Mais c'est hyper intéressant ce sujet de pas plaire à tout le monde parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société où tu recherches la validation d'autrui avec les réseaux sociaux parce que le nombre de likes, le nombre de followers. Et les enfants aujourd'hui, parce que on est des mamans, donc on est très préoccupés par l'avenir de ces générations, vivent en miroir de ce que les gens pensent d'eux et essayent pas justement de par eux-mêmes se dire je m'en fiche justement de décevoir, de pas plaire à tout le monde. On a quand même une uniformisation que ce soit physique, intellectuelle, tout le monde se ressemble, tout le monde fait les mêmes choses. Même dans le tourisme, maintenant il y a des spots de voyage parce que tout le monde veut venir faire son selfie à cet endroit-là. Tu sais que le tourisme c'est pire que tout. C'est que 95% des gens vont sur 5% de la planète. Ouais. Il y a 95% de la planète où il n'y a personne. Voilà. Donc, et on te parle de surtourisme. Mais le surtourisme, en fait, c'est parce qu'on concentre tout le monde au même moment. Tu vois, déjà, rien que ça, c'est au même moment. Déjà, si tu changeais les moments, déjà, tu évites le surtourisme en partie. Tu vois, parce que tout le monde veut être en juillet-août au Mont-Saint-Michel. Mais tu es au Mont-Saint-Michel en novembre, il n'y a personne. Hein, donc, tu vois. Donc, la réalité, effectivement, donc, de tout ça, c'est ce que tu viens de dire très, très, très juste. Et les réseaux sociaux, évidemment, encouragent tout ça. Donc, puisque tout le monde veut être populaire, parce que maintenant, c'est ça l'idée, vous verrez avec vos enfants, donc tu vois, évidemment le plus populaire à l'école, c'est le plus gland, donc concrètement, c'est pas forcément le schéma. Bah oui, parce que vous les filles, vous êtes toujours amoureuses des glands, donc. Oui, mais bon, après c'est pas le père de nos enfants. Oui, ça c'est vrai. Non mais tant mieux. De toute façon, tu pourrais pas le dire si c'était le cas. T'imagines en plein podcast. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai épousé un gland. J'en peux plus. Bon, moi, je tiens quand même à ce qu'on... Ah non, vas-y. Ouais. Non, mais donc, pour dire ça, que ce mot de populaire, si tu veux, illustre l'époque, quoi. C'est-à-dire que si on devait, tu vois, donc trouver l'illustration de l'époque, c'est ça, il faut être populaire, tu vois, et à tout prix. C'est-à-dire que c'est-à-dire que celui qui est comme dans le Loft ou les Marseillais, etc., donc prononce la phrase la plus débile, devient effectivement le héros de tous, tu vois. Et donc le nivellement par le bas est terrible. Et donc dire finalement, moi j'accepte de pas être aimé, j'écris des poèmes dans ma chambre de bonne et je serai jamais riche, je serai jamais connu et je serai jamais rien, etc. Et peut-être qu'un jour la postérité me rendra grâce, si tu veux, il faut un courage exceptionnel. D'où mon admiration pour des gens comme Sioran, tu vois, parce qu'évidemment, être la star du quartier, tout le monde veut ça, ne pas vouloir ça, c'est déjà témoigner d'un courage, et c'est sans doute être capable à ce moment-là de produire une œuvre plus grande que toi, parce que quand tu veux être starifié, c'est souvent effectivement par des raccourcis qui te grandissent pas forcément. C'est vrai. Alors, c'était hyper intéressant. On aura envie de discuter encore des heures avec toi, mais effectivement, on va bientôt terminer et on a quand même 2-3 questions sur le ventre. Ah! Sur ton ventre, Jean-Pierre. J'ai essayé de me débarrasser de ce problème déjà depuis tout à l'heure, mais je vois qu'on y revient. C'est quoi la relation que tu as avec ton ventre? Alors d'abord, moi, ma relation, alors je dirais que il y a plusieurs. J'ai jamais réfléchi à ça, mais je vais essayer d'apporter une réponse. On en a parlé un peu sur déjà le côté émotionnel, les ressentis. Donc t'as quand même déjà cette connexion. Oui, alors ça, effectivement, j'ai cette connexion, mais mon rapport au ventre, ça a été d'abord, donc quand j'étais en sport-études, c'était d'avoir des abdos, et donc je me rappelle que après toutes les séances d'abdos, donc le soir dans mon lit, donc je me touchais les abdos, ça, je me disais c'est incroyable, ah oui, tiens, là, on le sent bien. Et donc, non mais alors pas dans une logique, parce qu'à l'époque on faisait pas de selfie, etc. Et donc il y avait pas de ça, c'était pas dans une logique de plaire à la plage, c'est dans une logique de me dire je me construis un physique qui va être une machine de guerre pour être bon en sport, quoi. C'était ça mon truc. Je me rappelle au début je découvrais des muscles sur les cuisses que je connaissais pas. Je dis tiens, j'ai un nouveau muscle. Bon, donc voilà, donc mon rapport au ventre ça a été ça, puis ça a été de prendre du poids quand j'ai arrêté donc le sport et donc de dire merde, j'ai du ventre, comment je perds mon ventre, tu vois. Donc voilà. Et puis ensuite donc j'ai fait pas mal de massages et j'adore donc tous les massages taille où en fait tu fais un tas de points au niveau du ventre parce que d'un seul coup tu as un sentiment de légèreté et donc là tu vois bien d'ailleurs que tu vois qu'il y a un rapport effectivement donc que le ventre peut être au centre de pas mal de choses, donc puisque finalement tu ressors de là, j'ai l'impression encore une fois donc de pouvoir voler, quoi. Donc faudrait que je fasse des massages au rez-de-chaussée parce qu'il faudrait pas que ce soit en étage.
Ça pourrait être dangereux. Non, mais donne-nous ton adresse de massage. Hein, ça, alors, Non, mais Alors donc t'en prends soin quand même. T'as cette notion ouais, alors j'ai pas voir été prendre soin. toujours très sympathique avec mon corps, hein, parce que tu vois, parce que alors ça c'est un point très important, c'est que moi, j'ai tendance à prendre du poids. Pourquoi je prends du poids? Parce que je suis stressé. Tu vois, c'est-à-dire que la charge mentale fait qu'à un moment donné, quand on parlait de un des échappatoires, bah, c'est de bouffer, quoi. Donc, tu rentres le soir, bien sûr. tu manges du chocolat, tu manges des trucs, etc. Et donc, évidemment, tu prends du poids. Et donc, de temps en temps, je fais ça. Tu vois, donc, mais alors, vraiment, sans avoir derrière, enfin, sans vouloir me contrôler, en me disant, attends, voilà, j'ai une soupape. Pendant 10 jours, je fais ça et j'emmerde tout le monde et c'est pas mon problème de savoir si effectivement, parce que globalement, tu peux pas mener tous les combats. Tu vois, on en revient toujours aux mêmes choses. Et donc, de temps en temps, il faut savoir lâcher sur des fronts pour être meilleur sur d'autres. Et donc, quand il y a trop d'intensité sur un combat, bah, en général, je prends du poids. Donc, plus j'ai de poids, plus ça veut dire que je suis en difficulté. Tu vois, par ailleurs, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, ces gens vous me croisez, que j'ai vraiment beaucoup de ventre. Bah, c'est que, probablement, Soyez gentils. Les affaires c'est vont que mal. voilà, c'est que les affaires vont mal, exactement. Tu vois, donc, tu sais, il y a une phrase de Brel qui est absolument géniale qui dit: ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Voilà. C'est pas mal. Et ben moi, quand j'ai du ventre, c'est sûrement qu'effectivement, je commence à être proche de malhonnête, sans doute, parce que ça marche pas comme je voudrais, tu vois. Et évidemment que c'est mieux quand tout va bien et que. Mais en fait, pour faire du sport, il faut être décontracté aussi au niveau du sport. Tu vois, Ou il alors, y a une faut avoir- connexion directe. Oui, ou alors faut savoir que le bienfait que ça va t'apporter et la déconnexion que ça va t'apporter aussi. Parce que tu disais, mais je me ressource en regardant du sport parce que ça me vide le cerveau. Tu pourrais aussi te vider le cerveau justement parce que tu vas faire du sport et tu penses à rien. Et donc, Et quand je fais du sport, bah, je pense, tu vois, donc je marche, tu vois, Ouais. si je fais des marches rapides, etc., si je cours, je pense, quoi, donc, tu vois, tout le temps. Et donc, j'ai pas cette même déconnexion. Et puis après, attends, après, ça te mobilise de l'énergie, c'est un effort, quoi. Et donc, tu vois, à un moment donné, on va t'emmener chez Dynamo. quand t'as tout donné, si tu veux, non mais moi, je préfère garder mon énergie pour les vrais combats. Tu vois, Bien sûr. encore une anecdote sportive. À une époque, je suivais donc le Limoges CSP, donc c'est toute une histoire, mais trop longue à raconter. Bon, et je suis dans les tribunes et je vois un joueur, un black, qui ressemblait au numéro 4 de Limoges et qui s'appelait Harper Williams, qui était un Américain dont j'étais absolument fan. C'est la première fois que j'allais à Limoges voir un match. Moi, je savais même pas où c'était Limoges, donc mais je supportais Limoges à la télé depuis des années. Donc un jour, ils m'ont invité, j'y suis allé. Bon. Et donc, j'étais avec ma copine de l'époque qui me dit: tiens, on dirait que c'est Harper. Je dis: non, c'est pas du tout lui, pas possible. Je dis: le match est dans une heure, tu vois, donc je vois ce qu'il faudrait dans les tribunes, etc. Et c'était lui, et le mec, il bougeait pas, tu vois. Et en fait, et après, il s'est levé pour aller au vestiaire se changer, et il marchait hyper lentement, tu vois. Je me suis dit: mais attends, il doit être blessé ou je sais pas quoi, tu vois. Et après, sur le terrain, c'était un fauve. Mais le mec, et tu vois, toute son énergie, il la gardait pour le match qui allait arriver. Il n'était pas en train de se disperser complètement. Et ben moi, je fais ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis: demain, voilà ce que j'ai à faire. Tac, tac, tac. Et j'ai 3 trucs. Et là, je vais être au maximum, tu vois. Et le reste du temps, je me relâche un peu parce que si tu veux, tu peux pas être à 400% tout le temps. Et donc, entrepreneur, ça, on l'a pas dit encore, c'est un truc intéressant, c'est qu'il y a des moments à haut rendement et des moments à bas rendement. Et ben, il faut savoir ne pas les gérer de la même manière. Si tu gères les moments à bas rendement comme ceux à haut rendement, ben forcément qu'à un moment donné, il va te manquer un peu de gaz pour aller chercher la victoire sur les 2-3 trucs qui étaient décisifs. Voilà. Donc, quand tu es un buteur, ben, il faut savoir que tu auras 2-3 ballons à gérer et que c'est ceux-là qu'il faut mettre au fond, hein. Mais Voilà. c'est difficile de s'autoriser justement des moments de se relâcher en se disant ok, je sais que là je peux prendre un peu de la distance voilà, pour faire autre chose. C'est parce que tu as toujours l'impression que tu dois être à 200%. Mais Donc moi, ça marche. je pense que c'est toujours, eh ben, il faut savoir gérer le rythme, tu vois. Bah Et oui, que c'est voilà. difficile. Et que ce truc de Harper Williams, faut rappeler, tous vos livres, vous allez vous en rappeler, voilà, du mec qui marche lentement. Mais tous les mecs, Carl Lewis, en 92, je prends le café en face de Carl Lewis. Alors déjà, tout ce qu'il faisait était beau. C'est-à-dire que moi, j'étais amoureux de Carl Lewis, tu vois, donc j'ai eu de pulsion homosexuelle. Mais enfin là, je me dis, le gars, c'était incroyable. Il prenait sa tasse de café, déjà, c'était magique, quoi. Tu vois, je me dis, bon, ça, il y avait une grâce qui se dégageait, etc. Et tout était lent, tu vois. Alors que il avait le record du monde du 100 mètres, tu vois. Tout était lent. Et là, j'ai compris, j'ai dit: mais attends, mais les gars, évidemment qu'ils savent gérer leur énergie. Tu vois, ils emmagasinent de l'énergie à mort pour un moment donné, paf. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très chiant d'être un gars sportif de haut niveau, tu vois. Donc, je dis ça sans sous-entendu. Donc, parce que le gars, il garde, ou la fille, elle garde tout pour un truc très précis, tu vois. Donc, tu peux pas dire après, tiens, on va faire Oui. tu vois. Mais non, parce qu'on a un truc à gérer qui est beaucoup important, tu vois. Voilà. C'est pour ça que tu disais qu'on avait gagné la course. Moi aussi, j'avais emmagasiné pour ce moment-là, exactement. D'ailleurs, et c'était très dur pour moi après de reprendre le business et de gérer les deux en même temps, parce que du coup, je manquais un peu de gomme parfois, puisque je l'avais laissé ailleurs. Bon, toute dernière question, mais elle va être courte. C'est quoi ton péché mignon?
Chocolat quoi? Puisqu'on parle du ventre. Alors, j'essaie le chocolat noir, mais la vérité, c'est que je préfère le chocolat au lait. Donc, comme tous les glands qui se veulent un peu chic, je dis non, mais moi, chocolat noir. Et en fait, discretos, quand je peux manger du chocolat au lait, je me gêne pas. Avec des noisettes? Eh ben, évidemment, Ah oui. pour aller au bout de la logique, évidemment. Voire même que de temps en Un temps, petit je m'autorise les Kinder Surprise, qui est le truc le plus dégueu sur lui qui existait. Mais moi, j'adore Surtout, ça. ça a même pas le goût de chocolat, le Je Kinder. sais, mais moi, j'adore le Kinder Surprise. Je pense que vous rentrez sur un terrain où vous ne vous rencontrerez jamais, mais tu devrais te faire coacher un petit peu par Lisa pour le sport, le chocolat. Merci Jean-Pierre, en tout cas, pour cet échange. C'était hyper passionnant, En tout cas, inspirant. c'est sincère. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'essaye de partager donc les choses, tu vois, sans avoir rien à vendre, donc ni à espérer de quoi que ce soit. C'est-à-dire, je pense que puisqu'on a commencé par l'émission, on peut terminer par ça. Quand tu fais une émission comme Qui est mon associé, il y a du SAV et tu dois aussi accepter l'idée de partager avec des gens, donc autre chose que l'instant télé et un truc un peu formaté, parce que globalement, ces gens qui passent, ils ont aussi envie d'apprendre des choses de toi, et donc ça, tu peux prolonger par les podcasts évidemment pour expliquer au plus grand nombre. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a plein de sons de cloche possibles et il y a plein de visions du monde donc différentes. Ce qui est important après, c'est de se faire sa propre religion. Donc, au travers de tout ce qu'on peut écouter, et pour ça, il faut être sûr que ce que disent les gens, c'est vraiment ce qu'ils ressentent, c'est vraiment un parcours de vie partagé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui affabulent, et donc dans ces cas-là, évidemment, ça fausse l'idée qu'on se fait des choses, parce qu'on se dit, bah attends, mais ça c'est possible, alors qu'en fait, non, c'est possible, oui, dopé, quoi, voilà. Donc, et le dopage, c'est pas juste des produits qu'on prend, c'est-à-dire que c'est aussi donc des histoires qu'on raconte et qui peuvent faire croire à d'autres qu'en fait c'est possible, alors que ça ne l'est pas. Et je pense qu'il y a rien de pire que ça, c'est de tromper effectivement donc les gens sur ce qu'on est, et souvent d'ailleurs on finit par se tromper soi-même, tu vois, et donc et à la fin, on connaît les conséquences, hein, quand ça fait des Madoff, ça fait etc. C'est-à-dire que les gens qui tu vois finissent par croire donc à leurs mensonges. Et moi en fait très vite j'ai compris que la vie est plus simple quand tu mens pas et quand tu partages les choses en sincérité, parce que ça t'évite d'avoir à réfléchir la fois d'après quand on te pose la question. En général tu réponds la même chose, tu vois. Bon, et on finira là-dessus. Il y a une séquence qui est absolument géniale avec Dormesson, où il fait une émission sur une petite chaîne avec une jeune journaliste donc, qui démarre, et donc il fait 1 heure et ça se passe très bien, et donc la jeune journaliste est super contente et super fière d'elle, quoi. Donc à la fin elle lui dit, maître, j'espère qu'on aura l'occasion donc de reprendre ces échanges, et il dit, je ne pense pas. Et elle dit, bon, mais pourquoi? Il dit, parce que si vous voulez, donc au mieux je me répète, au pire je me déjuge. Voilà, on se reverra plus. Voilà, c'est triste. Au moins c'est dans la boîte. Merci Jean-Pierre. Mais merci pour ta générosité.